Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Que s'est-il passé dans l'Atlantique au large de Saint-Nazaire au cours des dernières heures? En fait, c'est au cours des derniers jours, mais c'est au cours des dernières heures que nous l'avons ici appris en France. C'est une histoire qui pourrait faire penser qu'on est dans un film de James Bond. Parce que c'est un bateau de ce qu'on appelle la flotte fantôme russe qui est en cause. C'est ce qu'on présume. Alors, il y a quelques jours, samedi dernier, les Marines français, en fait, la marine qui a arraisonné ce bateau et a envoyé une unité d'élite pour monter à bord, pour s'inviter à bord, parce qu'on refuse de parler d'un arraisonnement. C'est un de ces nombreux bateaux fantômes qu'appartiendrait à la flotte russe, qui permet entre autres aux Russes d'exporter illégalement, en contournant les sanctions économiques, leur pétrole un peu partout, particulièrement vers l'Inde. Dans ce cas-ci, et c'est là que ça commence à avoir des accents James Bondiens, c'est qu'on soupçonne que ce bateau peut-être ne transporte même pas de pétrole, mais est une plateforme à partir de laquelle les Russes auraient fait des incursions dans l'espace aérien du Danemark. Tu le sais, on en a parlé d'où ils auraient envoyé leur drone. Exactement. C'est le soupçon. Alors, c'était un bateau qui a longé très tranquillement à petite vitesse le Danemark à 10 nœuds. Autant dire, c'était même pas au pas de course, là, c'était très, très, très lentement. Il est entré en Atlantique. On pensait qu'il allait vers son ultime destination, qui aurait pu être peut-être l'Inde en contournant l'Afrique, mais non, est revenu vers le territoire français, et c'est à la frontière des eaux territoriales françaises et internationales. D'ailleurs, c'est une des questions qui se posent. Est-ce que ces commandants ou commandos marines sont intervenus en eau internationale ou dans les eaux françaises pour arrêter ce bateau sous prétexte de refus d'obtempérer, c'est-à-dire que le bateau aurait refusé les instructions que lui aurait donné le bateau français qui le suivait. On est monté à bord depuis samedi pour inspecter 2 arrestations et 2 gardes à vue, le commandant et un officier. On veut s'assurer donc que tout est conforme. C'est évidemment un bateau qui a vogué sous différents pavillons. Là, il est sous pavillon béninois. Évidemment, c'est pas au Bénin qu'on va retrouver le propriétaire. Tu peux être sûr de ça. Ouais, je comprends. Il est enregistré au Bénin, mais avec un propriétaire probablement russe. Il a déjà été enregistré à Hong Kong, déjà enregistré en Mongolie, qui, en toi et moi, n'a pas beaucoup de mer à proximité de ton territoire. Gros problème. Et donc, il y en aurait des centaines de ces bateaux. Emmanuel Macron, lui, pense que c'est des dizaines de milliards de dollars qui passent dans les mailles du filet de revenus pour la Russie. 40% de sa capacité à payer les opérations militaires viendrait de cette possibilité, sinon non seulement une possibilité, mais elle est avérée, cette possibilité, cette vente illégale de pétrole, compte tenu de ce que théoriquement on ne devrait pas l'acheter, comme l'Inde particulièrement. Mais là où ça devient intéressant, c'est ce que je te disais, est-ce que on va découvrir que ce bateau, comme d'autres peut-être, seraient des lanceurs de drones? Alors, personne ne le dit, les Français ne le disent pas. Un bateau civil, mais avec une fonction militaire cachée, là. Qui devient une plateforme à partir de laquelle on peut opérer. C'est un des soupçons. Alors, il aurait été très possible pour cet équipage de passer par-dessus bord les pièces compromettantes qui étaient à bord, mais on estime que en allant dans les systèmes informatiques, on pourra peut-être faire la démonstration ou non de ce que c'est de là que sont partis des attaques. Présentement, au moment où on se parle, le bateau, est-ce qu'il a été ramené vers un port français? Oui. Il est au large de la France, il est stoppé, il a évidemment jeté l'ancre et il y a des commandos qui sont à bord du bateau depuis le week-end. Donc des enquêteurs français, là. Aussi, 244 mètres, là. C'est un pétrolier. Donc, avant d'avoir fait le tour de cette structure et de s'assurer qu'il n'y a rien qui n'est pas conforme, ça peut prendre un certain temps. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a quand même mis à l'arrêt 2 personnes qui sont en garde à vue, qui a été aujourd'hui prolongée. Alors, ça pourrait peut-être, je dis bien peut-être, il faut décliner tout ça au conditionnel, expliquer la présence de drones dont on ne savait pas s'ils étaient partis du Danemark, d'un territoire étranger, ou encore
c'est le soupçon qu'on a maintenant d'un bateau qui servirait de plateforme. Et ce qu'on se pose comme question par extension, c'est est-ce que, si c'est vrai pour ce bateau, si c'était vrai pour ce bateau, est-ce que d'autres ont le même type de fonction? Parce que ce que livre en ce moment, ou livrerait, je mets tout ça au conditionnel parce qu'on ne le sait pas, c'est une guerre hybride que livrerait la Russie à l'Europe, avec un premier impact, parce que la guerre hybride, c'est une forme de déstabilisation, mais le premier impact, c'est qu'aujourd'hui, les Européens partout s'interrogent sur leur capacité à se défendre, et la réponse est qu'ils sont très mal équipés, en particulier pour livrer la guerre aux drones. Donc, ça implique une augmentation, puis c'est pas vrai juste pour les Européens, c'est vrai au Canada, une augmentation substantielle des dépenses de défense. Et quand tu augmentes dans un contexte budgétaire difficile les dépenses de défense, tu fais des coupes sombre dans les dépenses sociales. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Ben, ça peut avoir comme impact du trouble social. En France, en ce moment, aujourd'hui encore, une journée de grève, c'est la 4e depuis le début du mois de septembre, parce que les gens sont en pistolet, se révoltent contre justement les choix que s'apprête à faire le gouvernement pour serrer la ceinture. Mais d'un côté, tu serres la ceinture, tu réduis tes dépenses sociales, éducation, santé, comme au Québec et au Canada, on connaît ces affaires-là, alors que les dépenses de défense explosent. Alors, la guerre hybride, c'est aussi de créer de la dissension dans les sociétés visées, et ça peut être un des objectifs, certainement sans être paranoïaque, poursuivi par la Russie dans une perspective de guerre hybride. Donc, la menace de drones qui fait que soudainement, on doit réagir. Sur l'aspect argent, est-ce que la flotte fantôme, imaginons là, qu'il y ait quelques centaines de navires russes qui contournent les sanctions, donc qui livrent des produits, permettent de rentrer des revenus dans le pays en contournant les sanctions. Est-ce que cet aspect-là, est-ce qu'on peut penser que des pays européens, parce que bon, les navires, il faut qu'ils sortent dans ce coin-là, là, par la mer du Nord, est-ce que les pays européens pourraient commencer à dire la flotte fantôme, on va les écœurer un par un, les arrêter, les arraisonner un par un, ou c'est un hasard qu'on a accroché celui-là? Dans ce cas-ci, c'est pas un hasard. C'est qu'on l'a vu faire des manœuvres qui étaient suspectes. On l'a vu se rapprocher. Il était pas très loin des côtes françaises, tout à côté d'un gros parc éolien. Et on l'avait à l'œil depuis qu'il avait croisé pas très loin des côtes du Danemark à petite vitesse. Et c'est là que certains soupçons ont commencé à croître. Puis on s'est dit, il fallait qu'il se rapproche à nouveau des côtes et qu'il rentre dans les eaux française, eaux territoriales françaises, il sera temps de l'arrêter. Alors, est-ce qu'il est possible d'arraisonner, de stopper tous les bateaux qui appartiendraient à cette flotte fantôme? La réponse courte, c'est non. Puis deuxièmement, surtout quand ils sont en eau internationale, ça devient de la quasi-piraterie. Mais ça fait partie des préoccupations, évidemment, puis c'est un prétexte pour le rappeler des Européens, cette idée qu'il y a beaucoup de pétrole gris, disons-le comme ça, qui transite et qui est éventuellement vendu. Mais ils sont une partie du problème aussi, parce que ce pétrole russe qui va se faire raffiner en Inde, on l'a souvent souligné. Il est racheté par les Européens pour une partie. Il est souvent racheté par les Européens. Donc, il y a évidemment une incroyable hypocrisie quand on dénonce ça, sinon que c'est un fait et que la Russie continue à avoir des devises, de l'argent pour financer sa guerre. C'est compliqué le commerce international. Ça me fait penser, les Européens achètent du pétrole de l'Inde, mais dans le fond, il y a du pétrole russe. Mais nous, le Canada, là, quand le chancelier allemand est venu demander à Justin Trudeau, il faudrait construire du gaz naturel liquéfié, construire les installations, nous, on serait acheteurs de votre gaz. On a appris il y a quelques... On a dit non, nous on veut pas. Puis on a appris il y a quelques semaines que le gaz canadien arrive dans des usines de liquéfaction aux États-Unis, qu'il se rend quand même en Pologne, en Allemagne, en Europe, que les Américains se prennent la grosse cote de profit dessus, c'est les Américains qui la prennent parce que la valeur ajoutée. Nous on est trop niaiseux. Fait que, c'est comme faut la suivre valeur la trace ajoutée, du produit là. Hein? Tout le temps. Puis je termine peut-être là-dessus. Si tu veux faire la chasse, la guerre aux navires fantômes ou aux drones fantômes, who you gonna call? Ghostbusters, les Ukrainiens qui redeviennent en ce moment une carte maîtresse pour les Européens. Je dis qu'ils redeviennent parce qu'on a toujours estimé que l'armée ukrainienne était une armée costaud, bien constituée. Aujourd'hui, c'est la première armée d'Europe. C'est certainement celle qui est la plus aguerrie. Et en matière de guerre contre les drones, c'est probablement au monde la première puissance, particulièrement quand on parle parce de qu'ils drones. En ont abattu, les Ukrainiens en ont abattu un puis un autre des drones, hein? C'est par centaines, par milliers qu'on compte le nombre de drones qui ont été abattus. Et en ce moment, au Danemark, alors que d'ailleurs il y a un sommet de l'Europe sur les enjeux de sécurité depuis hier, au Danemark est arrivée une équipe ukrainienne
pour aider, appuyer les autorités locales dans leur lutte aux drones. Alors, ça a quelque chose quand même de assez ironique. L'Ukraine qui défend l'Europe. Après que l'Europe soit partie et volée à la rescousse de l'Ukraine, voilà que les Ukrainiens volent à la rescousse des Européens, du Danemark. Et pour M. Zelensky, c'est tout bénéfice. C'est évidemment la preuve que c'est un allié à des moments clés et surtout qu'ils ont une compétence que les Européens n'ont probablement pas en matière militaire. Stéphane, merci beaucoup. À demain. Salut Mario.